Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui la 17e séance du Conseil des ministres au palais présidentiel. Et au Yémen, des combats en firage à Hodeïda malgré la trêve. Merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce mardi la 17e séance du Conseil des ministres qui s'est essentiellement focalisée sur l'adoption des budgets prévisionnels pour l'exercice 2019 pour plusieurs organismes d'État dont la Caisse nationale de retraités, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, le Fonds de développement économique, la Caisse militaire de retraite, l'aéroport international de Djibouti, l'Agence nationale pour la météorologie, le CRIPEN, la fondation du Diwan Zakat, la société immobilière et l'Office djiboutien pour la propriété intellectuelle et commerciale. Le Conseil a approuvé un projet d'octroi de la pension de retraite aux veuves. Il suffit désormais que l'acte de mariage soit établi 2 ans avant le décès du mari pour que cette demi-pension soit reversée au lieu de 5 ans auparavant. Puis, il n'est plus question que la veuve ait ou non des enfants pour que cette pension soit reversée. Écoutons le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. La 10e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2019 du Centre de recherche et d'information de production de l'éducation nationale, connu sous l'acronyme de CRIPEN. Le budget 2019 du CRIPEN s'établit en produits et en charges à 539 434 331 francs Djibouti. La subvention apportée par le budget national est de 489 434 331 francs Djibouti. Les ressources propres du CRIPEN provenant de la vente des matériels, Bismillahirrahmanirrahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 17e séance du Conseil des ministres en ce mardi 18 décembre 2018. Était inscrite à l'ordre du jour 18 questions. La première question concerne un projet de loi portant amendement de certaines dispositions des articles 72 et 73 de la loi numéro 154 en 2002, 4e législature, portant codification du fonctionnement du régime général de retraite des travailleurs salariés, modifié par la loi numéro 121 en 2011 de la 6e législature. Ce projet de loi concerne l'attribution des pensions de réversion en matière de retraite. Il s'agit de la réduction de la durée d'antériorité du mariage, rabaissée à 2 ans pour les 2 régimes, général et particulier, au lieu de 5 ou 6 ans exigibles auparavant. Le projet de loi stipule également la suppression pure et simple de l'âge de 45 ans requis pour les veuves sans enfants. La deuxième question est relative à un projet de loi portant amendement de l'article 48 de la loi numéro 3 en 1992, 2e législature, modifié par la loi numéro 154, année 2002, 4e législature, portant réversion des modalités de contribution d'acquisition des droits à pension des veufs et orphelins des cotisants à la Caisse nationale de retraite. En cas d'existence au moment du décès de l'assuré d'un ou plusieurs enfants à charge du mariage, le droit à pension du conjoint survivant est acquis si le mariage a duré au moins 2 ans. Au moment du décès du travailleur, le droit à pension de réversion est également acquis en cas d'absence d'enfants à charge, à condition que le mariage ait duré 2 ans. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel pour l'exercice 2019 de la Caisse nationale de sécurité sociale, plus connue sous l'acronyme de CNSS. Le budget prévisionnel de l'exercice 2019 de la CNSS s'établit en recettes prévisionnelles à 25 459 505 462 francs, en dépenses totales prévisionnelles à 21 827 087 310 francs Djibouti. Le résultat excédentaire est de 3 632 418 152 francs Djibouti. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2019 de l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique, plus connu sous l'appellation ou l'acronyme de l'ODEC.
Le budget de l'ODEC s'établit comme suit. En produit à 718 837 464 francs Djibouti et en charge à 718 837 464 francs Djibouti. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2019 du Fonds de développement économique de Djibouti. Le budget prévisionnel 2019 du FDED s'établit en produit à 554 534 894 francs Djibouti et en charge à 435 692 458 francs Djibouti. L'excédent est de 91 842 437 francs Djibouti. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la société Palmeraie Développement. Cette parcelle située au Saline Ouest, route de Venise, est attribuée à titre onéreux, à hauteur de 1000 francs Djibouti par mètre carré. La parcelle est destinée à l'implantation d'un complexe hôtelier touristique. La septième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2019 de la Caisse militaire de retraite. Le budget prévisionnel de la Caisse militaire de retraite s'élève en recettes à 1 889 746 539 francs Djibouti et en dépenses à 2 149 167 831 francs Djibouti, soit un déficit de 259 421 292 francs Djibouti. La huitième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget de l'aéroport international de Djibouti. Ce budget prévisionnel 2019 de l'aéroport s'établit en produit à 3 435 242 782 francs Djibouti et en charge d'exploitation à 3 168 914 360 francs Djibouti avec un résultat net excédentaire de 266 328 422 francs Djibouti. La neuvième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget provisionnel 2019 de l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti. L'Agence de la météo a un budget de fonctionnement de 182 281 814 francs Djibouti. L'investissement prévu est de 107 millions de francs Djibouti apportés par l'aéroport à hauteur de 70 millions et de 36 697 800 francs Djibouti sur budget de l'État. Et le Conseil s'est aussi penché sur plusieurs autres questions, dont l'octroi de parcelles de terrain et la désignation des hauts responsables, suivant les propos du chef de la diplomatie. La dixième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2019 du Centre de recherche et d'information de production de l'éducation nationale, connu sous l'acronyme de CRIPEN. Le budget 2019 du CRIPEN s'établit en produit et en charge à 539 434 331 francs Djibouti. La subvention apportée par le budget national est de 489 434 331 francs Djibouti. Les ressources propres du CRIPEN, provenant de la vente des matériels ou des manuels, plus exactement, sont estimées à 50 millions de francs Djibouti. La 11e question concerne un projet d'arrêté accordant l'accréditation de la licence professionnelle en comptabilité finance à l'Institut africain de Djibouti. Cette licence vise à accorder à l'Institut africain de Djibouti une accréditation pour des formations. Une commission constituée d'experts de l'Université de Djibouti a examiné les documents réglementaires produits par cet institut et a estimé que les conditions satisfaisantes pour l'obtention de la dite accréditation ont été réunies. La 12e question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel du Diwan Zakat pour l'exercice 2019. Ce budget 2019 du Diwan est estimé à 320 900 000 francs Djibouti. Les recettes sont constituées principalement des revenus de location, des biens appartenant au Diwan et des subventions publiques. La distribution totale de la zakat collectée en 2018 s'élève à 142 800 000 francs Djibouti. Le Diwan de la zakat assure également
la gestion du programme de parrainage des orphelins dont le montant s'élève à 130 140 000 francs djibouti. La 13e question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2019 du Diwan des biens WARF. Le budget 2019 du Diwan des biens WARF s'établit en produit à 499 192 977 francs djibouti et en charge à 278 388 132 francs djibouti et en investissement à 128 millions. Et le remboursement d'emprunt à 92 995 898 francs djibouti. La 14e question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social, plus connu sous l'acronyme AROLOS. Le présent projet de décret s'inscrit dans l'application des dispositions de la loi numéro 9 de 2018, 8e législature du 25 juin 2018, portant création de l'AROLOS. La nouvelle agence aura pour mission de réaliser des programmes de construction de logements sociaux, de mettre en œuvre des opérations et de restructuration, de réhabilitation des habitations précaires, de faciliter l'accession à la propriété foncière et d'accompagner les initiatives d'autoconstruction par l'octroi de prêts en matériaux de construction. Il est présenté dans ce projet de décret le fonctionnement ainsi que les prérogatives des différentes structures qui serviront de support aux attributions de cette agence. La 15e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget provisionnel pour l'exercice 2019 de la Société immobilière de Djibouti. Ce budget 2019 de la Société immobilière de Djibouti s'établit en produit d'exploitation à hauteur de 3 962 135 000 francs djibouti contre 3 52 683 538 francs djibouti en 2018, soit une augmentation de 29,7%. Les charges de fonctionnement de 2019, quant à elles, s'élèvent à 1 54 563 535 francs djibouti contre 919 634 francs djibouti en 2018, soit une augmentation de 15% avec un résultat bénéficiaire de 2 879 225 805 francs djibouti. La 16e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale pour l'exercice 2019, office connu sous l'acronyme ODPIC. Le budget 2019 de l'ODPIC s'établit en produit à 315 883 099 francs djibouti et en charge à 315 883 099 francs djibouti. L'ODPIC œuvre à l'amélioration de l'environnement des affaires à travers son action directe et engagée au guichet unique, dans lequel il assure la présidence du comité des directeurs depuis septembre 2018. L'ODPIC prévoit également la mise en œuvre d'un identifiant commun des entreprises afin que chaque entreprise puisse avoir une carte d'identité commerciale reconnaissable auprès de tous les services de l'État. La 17e question concerne un projet d'amendement d'un accord de don destiné à la construction du barrage de Ouéa sur financement turc. Le financement initial de 11 millions d'euros est augmenté à 17 millions et demi d'euros dû au fait des coûts supplémentaires occasionnés par les dégâts provoqués au barrage en construction par les inondations du cyclone Sagar. La 18e question concerne un projet de décret portant nomination du directeur général du Centre de leadership et d'entrepreneuriat, plus connu sous l'acronyme CLÉ. Madame Oubah Ahmed Malo est nommée directrice générale de ce centre de leadership et d'entrepreneuriat. Et dans le reste de l'actualité, la délégation de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, comprenant le docteur Samuel Urkato, ministre des Mines, de l'Énergie et du Gaz naturel, et le docteur Kwan Tatlam, ministre d'État en charge du pétrole, ainsi que 3 hauts responsables, s'est rendu hier après-midi au terminal à conteneurs de Doralé, où elle a été accueillie à son arrivée par le directeur général de la Société de gestion du terminal à conteneurs, Abdullahi Adao Sigad, et ses proches collaborateurs. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a
a tenu à accompagner et conduire sur les lieux cette délégation. Le directeur général de la société de gestion du terminal à conteneurs, Abdullahi Adawi, a fourni toutes les informations et données nécessaires sur les activités du terminal à conteneurs d'Oralé qui s'apprête à célébrer le 10e anniversaire depuis son entrée en service. Pardon. La délégation éthiopienne donc s'est déplacée ensuite vers le terminal pétrolier de Doralé, le terminal Horizon de Doralé, où se dressent d'importantes cuves contenant différents types de produits pétroliers. La délégation éthiopienne s'est dirigée ensuite vers le nouveau port multiservice de Doralé. Le directeur des opérations, Bahar Mahmoud Hassan, a fourni toutes les explications sur les activités et les services fournis par cette dernière infrastructure pétrolière. Et les ambassadeurs djiboutiens en poste dans plusieurs capitales à travers le monde ont à leur tour visité aujourd'hui les infrastructures portuaires du pays. Ils se sont rendus au port multiservice de Doralé, au terminal pétrolier ainsi qu'au terminal à conteneurs de Doralé. Les ambassadeurs djiboutiens donc sont réunis à Djibouti pour leur conférence biannuelle. Ils ont fait ces déplacements à bord de cars. Le port d'Yampi donc a accueilli les ambassadeurs de djiboutiens accrédités d'étrangers dans la salle de réunion de Yampi. Ils ont pu s'imprégner donc des réalités des infrastructures portuaires de notre pays. Le président des autorités des ports, Aboubakar Omar Hadi, et le directeur général du port de Djibouti, Saad Omar Guelleh, ont co-présidé cette réunion. L'objectif étant avec cette rencontre avec les ambassadeurs des djiboutiens accrédités à l'étranger, les autorités portuaires cherchent à attirer des investissements sur échange dans les pays où ils sont accrédités. C'est dans cette optique que les responsables des ports ont expliqué les différents projets d'investissement. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a indiqué que nos ambassadeurs, pour leur visite d'aujourd'hui au DMP et à la zone franche, ont reçu de notre part toutes les informations afin qu'ils puissent transmettre aux investisseurs dans les pays qu'ils représentent, la République de Djibouti. Les consuls généraux de la République de Djibouti présents sur place, ce qui se fait de meilleur dans le pays. Maintenant, nous avons l'occasion de visiter le DMP. Nous aurons également l'occasion de visiter la zone franche commerciale, qui est la plus grande zone franche commerciale de l'Afrique de l'Est. Donc, toutes ces potentialités nous alimenteront nos débats et nous permettront à nous, ambassadeurs et représentants à l'extérieur, de pouvoir attirer les investisseurs, discuter avec nos partenaires et faire le lobby de Djibouti. La 9e réunion des pays membres de l'IGAD sur les mesures à prendre pour contrer les conséquences d'éventuelles sécheresses et les famines qu'elles peuvent engendrer s'est ouverte hier après-midi. Plusieurs organismes des pays partenaires de l'IGAD qui financent ces projets participent à cette rencontre où des plans et programmes quinquennaux sont établis. La suite dans cette séquence. Le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage, des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, a présidé hier la cérémonie d'ouverture de ces assises des travaux de la 9e réunion du comité de pilotage de la stratégie pour la résilience aux catastrophes dues à la sécheresse de son acronyme anglais IDRISI, initié par l'IGAD. C'est en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Adam Koulash, du secrétaire exécutif et du directeur de la division de la culture de l'environnement de l'IGAD, respectivement Mahboub Malin et M. Mohamed Moussa, ainsi que des représentants des pays partenaires de cette stratégie qui consiste à mettre fin aux crises de sécheresse dans la région, à savoir la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'USAID, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Finlande et le Norvège. Dans son discours, M. Mohamed Ahmed Awale a rappelé aussi que l'initiative d'Idrissi est une stratégie de 15 ans qui se fera en 3 phases de 5 ans chacune, visant à traiter les causes profondes de la vulnérabilité dans les zones rurales sujettes à la sécheresse.
La première phase, a-t-il dit, de 5 ans s'est écoulée et la première génération des projets de résilience sont en cours. La réalisation avec un impact positif de la communauté rurale vulnérable, a-t-il ajouté. Le ministre a souligné en outre que la majorité des têtes de bétail ont survécu aux effets de la récente sécheresse dans la région grâce au développement des systèmes pastoraux et agro-pastoraux qui ont pérennisé les pâturages et les ressources en eau. Il n'a pas manqué par la suite de remercier les partenaires au développement et les donateurs qui ont soutenu cette initiative. Je suis assez confiant qu'ils seront avec nous pendant les deuxième et troisième phases, car la résilience à la sécheresse ne peut pas se développer dans un court laps de temps, a-t-il lancé à l'endroit de représentants de l'organisme partenaire des pays donateurs réunis pour cette occasion par l'IGAD. Fin connaisseur du sujet, le ministre Mohamed Ahmed Awale a mis l'accent sur la nécessaire mise en œuvre des grandes lignes directives du document de référence de base pour l'exécution de la stratégie de résilience à la sécheresse et le document du programme des pays d'IPP qui selon lui ont été validés en août 2012. Cette 9e réunion du comité de pilotage de la stratégie pour la résilience aux catastrophes dues à la sécheresse consiste à présenter des actions cohérentes pour répondre aux besoins de l'ensemble des communautés rurales, pour renforcer la politique de développement durable en introduisant des mesures de prévention et de gestion des crises en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire ainsi la vulnérabilité des populations touchées par les catastrophes dues à la sécheresse. Le ministre de la Santé, Dr Jama Ilmi, a reçu une importante délégation de l'IGAD conduite par le secrétaire exécutif Mahboub Ma'allin dans le cadre de la mise en place d'un plan commun de coordination et de collaboration dans le domaine de la santé. En effet, le ministre et le secrétaire exécutif de l'IGAD ont discuté des voies et moyens de renforcer leur coopération en vue d'intensifier les actions communes centrées sur des projets et des programmes à dimension transfrontalière ou régionale. Rappelons toutefois que le secrétaire général Dr Saleh Benoïta ainsi que plusieurs directeurs et cadres du département de la santé ont pris part à cette réunion de travail avec l'autorité intergouvernementale pour le développement de son acronyme anglais l'IGAD. Également dans l'actualité, une mission du Fonds monétaire international vient d'achever ses consultations à Djibouti sur la situation économique, financière et le développement du pays. La délégation du FMI, conduite par Stéphane Roudet, donc, a eu plusieurs réunions avec le ministre des Finances, celui du budget et le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti. Reportage. La stratégie d'investissement dans les infrastructures de Djibouti offre de grandes opportunités de croissance économique. C'est ce qu'a déclaré hier la mission responsable d'évaluation du FMI qui séjourne actuellement à Djibouti. Cette mission du FMI a remis hier, lors d'une réunion tenue à la Banque centrale de Djibouti, leur rapport final aux autorités financières et budgétaires du pays. Réunion qui a vu entre autres la participation du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, du ministre du budget, Bodi Ahmed Roublé, et du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Osman. En effet, selon la mission du FMI, la stratégie d'investissement dans les infrastructures qui vise à transformer l'économie djiboutienne et positionner le pays en tant que pôle logistique et commercial pour la sous-région offre de grandes opportunités de croissance économique et de développement. Toutefois, le financement de cette stratégie à travers des prêts et donc des dettes est susceptible de présenter des risques pour l'économie djiboutienne, souligne le rapport. La mission du FMI a toutefois ajouté que les autorités djiboutiennes ont commencé à mettre en œuvre des réformes pour gérer les risques intrinsèques à leur stratégie de développement et maintenir une croissance forte. Nous avons rencontré les autorités ce matin pour discuter des conclusions principales de l'exercice. La question de l'inclusivité de cette croissance est très importante et était au centre de nos discussions dans le cadre des consultations article 4. Et pour qu'elle soit plus inclusive, il y a plusieurs dimensions en matière de réforme et de politique. On a parlé de la gouvernance, c'est un aspect important. Les aspects de redistribution de ces fruits de la croissance sont très liés à l'amélioration de la bonne gouvernance, mais également la réforme du secteur éducatif pour que les cursus et ce que les jeunes apprennent à l'école soient bien en ligne avec les demandes des investisseurs et des entreprises, hein, pour que cette... Ces réformes devraient être approfondies et accélérées afin de permettre la transition vers une croissance plus inclusive et durable tirée par l'investissement et le développement du secteur privé. La croissance économique devrait se maintenir à environ 6,5% cette année. Elle devrait rester robuste à 6% en moyenne dans les 5 prochaines années, tirée principalement par les exportations et l'investissement privé selon la mission du FMI. Enfin, les autorités sont encouragées à poursuivre ces efforts afin de favoriser davantage la concurrence dans l'économie.
En nouvelle du pays, toujours, le ministère de la décentralisation a clôturé hier au Palais du Peuple un atelier de validation d'un rapport élaboré pour améliorer la situation de l'état civil dans tous les centres du pays. Le rapport d'étude a été rédigé donc par une équipe de consultants nationaux au profit du ministère délégué à la décentralisation avec l'appui des partenaires dont l'UNICEF. La cérémonie de clôture était présidée par le secrétaire général Mohamed Issa en présence des sous-préfets, des présidents des conseils régionaux ainsi que des membres du comité technique créé pour appuyer les consultants dans la réalisation de cette étude. Par ailleurs, les différents responsables du ministère de la décentralisation et de son partenaire, l'UNICEF, les responsables d'état civil de Djibouti-Ville et des régions, ainsi que les représentants des ministères sectoriels et techniques concernés par la problématique d'enregistrement des naissances. Et toujours en nouvelle du pays, à l'initiative de la Commission nationale des droits de l'homme et du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, les parlementaires djiboutiens ont été interpellés donc pour qu'ils s'engagent fortement dans la prévention des actes nuisibles sur les jeunes filles subissant des mutilations génitales féminines. Les députés doivent à leur tour dire stop au MGF. La suite dans ce commentaire. Organisé en collaboration avec le FNUAP qui mène sur certains nombres d'ateliers dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour l'abandon total des MGF, a regroupé un grand nombre de parlementaires, dont le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, pour discuter du thème des MGF et de la santé reproductive. Pour la représentante du FNUAP qui s'est exprimée lors de cet atelier et le président du CNDH, Suleiman Omar, les MGF sont avant tout une question qui relève du droit humain et qui est interdit dans la pratique et illégale dans notre pays. Les pratiques des MGF, ont-ils indiqué, est une question fondamentalement contraire aux droits humains. Le président de l'Assemblée nationale, qui s'exprime devant ses pairs parlementaires, et le président de la CNDH et de la représentante du FNUAP a indiqué pour sa part que l'arsenal juridique pour combattre les pratiques des MGF est déjà complet, offrant une base juridique pour agir. La mobilisation accrue des pays africains en faveur de l'abandon de l'excision et des MGF et la multitude d'initiatives régionales visant l'abandon de cette pratique a été un moment marquant depuis l'entrée en vigueur du protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur le droit des femmes qui sont pleinement appliqués, et c'est là une avancée significative pour l'abandon de l'excision et des MGF. Tant et si bien que l'arsenal juridique est déjà très complet et nous avons désormais une base juridique complète pour agir et tordre le cou à cette pratique ancestrale néfaste et violente. Cependant, l'abandon de l'excision et des MGF ne pourra être réalisé que par un mouvement global faisant intervenir tous les acteurs, tant publics que privés. C'est dans un élan et une détermination commune que nous mettrons un terme à l'excision et au MGF afin d'atteindre l'objectif de l'abandon de cette pratique. Pour cela, nous devons renforcer le rôle et le fonctionnement du Parlement. Une structure parlementaire devrait être chargée de suivre la question de l'excision et des MGF pour monitorer la mise en œuvre de plans d'action nationaux pour l'abandon de l'excision et des MGF. Honorables députés, nous devrions songer à organiser régulièrement un débat parlementaire sur cette question afin d'attirer l'attention du public et d'évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées sur la base d'indicateurs clairs et comparables. Nous, parlementaires, devrons mieux contrôler l'action du gouvernement et s'assurer que les engagements internationaux et régionaux pris par notre pays en tant qu'État partie ou signataire des différents textes internationaux qui protègent les libertés et les droits fondamentaux des femmes et des enfants sont mis en œuvre au niveau national. Les instances publiques et parapubliques ainsi que les organisations associatives et la société civile doivent nous accompagner dans cette lutte afin de rompre définitivement avec les MGF. Ces discussions autour du thème des MGF visant à sensibiliser les représentants du peuple et législateurs du pays devraient se poursuivre durant 2 jours afin que ces derniers soient mieux informés sur cette question qui revêt une importance capitale pour la femme djiboutienne et donc partant de là de l'avenir du pays.
Et de là, nous passons à ce qui fait l'une de l'actualité régionale. En Somalie, notamment, l'armée américaine a annoncé hier avoir mené 6 frappes aériennes en Somalie au cours du week-end qui auraient fait 62 morts dans les rangs des miliciens islamistes Shebab. Des forces aériennes menées par l'armée américaine ont fait 62 morts dans les rangs des Shebab au cours du week-end. C'est ce qu'a annoncé le commandement des forces américaines pour l'Afrique dans un communiqué. L'Africom précise que 6 frappes ont été menées au total samedi et dimanche dans le secteur de Gandarch, une ville côtière de l'océan Indien située à une 50aine de kilomètres au sud-ouest de Mogadiscio, en coordination avec le gouvernement fédéral de Somalie. D'après les évaluations menées, les 4 frappes de samedi ont tué 34 miliciens Shebab, 28 autres ont été tués dans les frappes menées le lendemain. À ce stade, nous jugeons qu'aucun civil n'a été blessé ou tué dans ces frappes, ajoute l'Africom. Et enfin, au Yémen, des combats font rage donc à Hodeïda. Malgré la trêve, les affrontements ont repris dans la nuit de lundi à mardi à Hodeïda, malgré l'entrée en vigueur d'une trêve. Des combats, donc, selon les sources gouvernementales, malgré l'entrée en vigueur d'une trêve entre le gouvernement et le rebelle Houthi. Les affrontements ont éclaté dans l'est de cette ville portuaire quelques minutes après minuit pour un cessez-le-feu qui a été annoncé. Jeudi dernier, des délégations du gouvernement et des rebelles Houthis avaient conclu un accord en Suède sous l'égide de l'ONU prévoyant de cesser immédiatement les hostilités dans cette région, le principal front dans le conflit yéménite. Ces derniers mois, d'intenses combats et des raids aériens s'étaient toutefois poursuivis ce week-end. Selon les termes de l'accord annoncé jeudi dernier par l'ONU, le cessez-le-feu devait initialement entrer immédiatement en vigueur à Hodeïda. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.